Nous sommes heureux de vous retrouver et pour certains et certaines de vous accueillir pour la première fois. Nous sommes à la deuxième plateforme de l'année 2024 des acteurs du programme M-Paris. Notre dernière plateforme, c'était au mois de mars, si ma mémoire est bonne, avait pour objet de définir la question des troubles psychiatriques, des troubles psychiques, des addictions et des vulnérabilités, dont beaucoup, nous l'avons vu grâce au docteur de Lille, à ces vulnérabilités dont beaucoup ont été initialisées dans l'enfance, dans l'adolescence singulière des personnes, mais tout autant que dans les questions d'environnement. Donc, œuvrer à un environnement favorable, prévenir l'aggravation des situations à risque, repérer le plus précocement possible, soutenir la famille, accompagner les jeunes, autant d'actions auxquelles vous contribuez, chacun et chacune, au quotidien. Plusieurs rencontres avec les équipes, dernièrement, ont soulevé une préoccupation particulière, une inquiétude. Comment accompagner des jeunes, mineurs et mineurs, jeunes adultes, qui arrivent à parler, à se confier sur des relations sexuelles tarifées, des situations d'emprise prostitutionnelle croisées avec la question des addictions. Deux équipes aujourd'hui sont venues partager leur expérience et nous rejoindre, que je remercie vivement et que je présenterai plus à fond tout à l'heure. Mais donc je remercie Claude Giovanelli et Claude Giordanella, June Charlot et Anna Lehmann de l'équipe Griselidis à Toulouse et de l'équipe de l'association Opélia Charonne à Paris. La loi du 13 avril 2016 encadre la législation sur notre système, sur le système prostitutionnel. Mais nous n'aborderons pas aujourd'hui les aspects du proxénétisme dont on peut se demander quand même s'il est une déviance ou une simple recherche de profit. C'est de l'ordre de la violence, c'est sûr, de la négation de l'autre, de l'exploitation de l'autre. Cela peut aussi poser la question des mineurs, auteurs, qui rechercheraient des mineurs du même âge. Sur le proxénétisme et le recours à la prostitution, cela pose clairement la question des responsabilités et de la répression. Mais aborder ces sujets serait possible si des équipes le souhaitent, auquel cas nous ferons appel à un magistrat en charge du proxénétisme au tribunal de Toulouse et à des enquêteurs en charge de ces dossiers à la division de la criminalité au parquet de Toulouse. Aujourd'hui, notre propos est clairement d'explorer cette problématique du côté de la santé. La question des concepts, les pratiques de l'abord de ces questions, d'accès aux soins au sens très large, de réduction des risques aussi, dans le cadre des textes, bien sûr, qui régissent la protection des mineurs. Dans nos services à Clémenceau, qu'il s'agisse du centre de soins de prévention en addictologie ou du CARUD, mais aussi du pôle prévention, les personnes viennent volontairement pour des questions liées aux usages de substances psychoactives qui peuvent croiser des questions de prostitution. La prise en charge est alors médico-psychosociale, c'est-à-dire des pratiques intégrées. L'autre pratique à laquelle nous faisons référence est celle du travail de rue, d'aller vers, que nous pouvons avoir avec vos équipes sur les territoires. D'abord, c'est toujours difficile. Les personnes sont fuyants, furtifs. Comme vous, nous sommes en attente de pratiques innovantes et d'expertise sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons invité deux équipes très reconnues, à savoir à Toulouse l'association Griselidis, je crois, mais tu nous le rappelleras, qui s'est créée dans les années 2000, je crois, dans les années 2000, qui ont une mission d'accueillir majeurs et mineurs et qui ont une spécificité reconnue nationalement, à savoir la santé communautaire, notamment et particulièrement auprès des majeurs, bien sûr, qui est une spécificité très reconnue en réduction des risques et citoyenneté, qui puise son histoire dans l'histoire du sida et de l'association AIDE dès les années 1984. AIDE, ACT UP aussi, limiter la casse.
C'est une histoire, bien sûr, quand je vous regarde dans la salle, dont peu de gens ont traversé le moment, mais en tout cas, elle est toujours active et les pratiques qu'ils ont eues sont encore aujourd'hui extrêmement importantes, où les personnes concernées prennent une parole citoyenne et sont écoutées à partir de leur expertise et de leurs besoins. Bonjour donc à June Charlot, qui est médiateur en santé, et Anna Lehmann, qui est infirmière. Puis une équipe non moins célèbre à Paris, qui appuie son regard aujourd'hui sur 50 ans d'histoire en toxicomanie. 1973 à peu près, une des premières associations qui avait accueilli en post-cure, c'est-à-dire à la sortie de l'hôpital, en l'occurrence à l'hôpital Marmottan à l'époque, puisque c'était une des quasiment seules équipes à Paris qui accueillait les usagers de drogue. Donc 50 ans nous regardent, si j'ai bien compris. Avec une orientation très sensible vers le public des femmes, l'Allée Vert. Il s'agit donc de l'association Charonne, devenue Opélia Charonne. Notre intervenante aujourd'hui, que j'accueille aussi avec beaucoup de plaisir, est sexologue. Elle va nous présenter ses réflexions comme thérapeute auprès d'un public majeur et mineur, venu volontairement ou accompagné à partir de pratiques qui s'intéressent à la personne elle-même, mais aussi aux adultes qui l'accompagnent. Bien sûr, vous le savez, nos séances sont interactives et nous allons commencer par Claude, puisqu'elle a fait l'aller-retour de Paris dans la journée et elle reprend son train à 5h10, donc on va veiller à ce qu'elle ne le rate pas. Voilà. En tout cas, merci, la parole est à toi. Merci beaucoup. Alors, voilà, je me suis fait un petit guide pour éviter de déborder trop, parce que une fois que j'ai la parole, c'est compliqué. Voilà, donc merci beaucoup de m'accueillir dans le Grésil. Donc pour me présenter un petit peu, donc moi je suis sexologue, donc j'interviens pour cette association Charonne Opélia sur une consultation que je vais vous présenter qui est très spécifique, qui accueille les mineurs en situation de prostitution principalement. Je travaille également avec l'association ACPE, peut-être que vous connaissez, c'est une association nationale qui a pour dénomination Agir contre la prostitution des enfants. Donc c'est un partenariat entre Charonne et ACPE. Dans ce cadre-là, moi je fais plutôt les formations des professionnels parce que c'est un thème qui est difficile à appréhender, qui nous laisse toujours plein d'interrogations sur la façon dont on peut accueillir ces jeunes éventuellement. Voilà. Et puis sinon, comme sexologue, je suis co-directrice du DU de santé sexuelle et droits humains, donc à Paris-Cité. Et membre expert, peut-être que vous connaissez, de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, parce que cet observatoire s'occupe beaucoup de la pornographie, notamment de l'impact de la pornographie chez les jeunes et du lien qu'il y a entre pornographie et prostitution, notamment chez les mineurs, que l'on voit aujourd'hui monter. Et c'est vrai que je fais partie de leur comité d'experts pour des réflexions qui peuvent aussi permettre d'apporter des éclairages très particuliers. Donc je vous conseille d'aller voir leur site si vous ne le connaissez pas. C'est pareil, c'est un observatoire national. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les solliciter sur la partie très particulière de ces réseaux sociaux, de la pornographie et du lien avec ces jeux. Alors si je trouve là... C'est ça, voilà. Donc, juste le contexte rapidement, c'est la prostitution des mineurs. On verra, moi j'utilise un autre terme, mais bon, on va prendre celui-là au départ. Évidemment, c'est quelque chose de très protéiforme, c'est pas quelque chose de très clair. On a beaucoup de mal à appréhender ça. Ceci dit, il y a quand même quelque chose qui revient chaque fois que l'on rencontre ces jeunes en situation d'activité sexuelle tarifée, puisque c'est aussi comme ça qu'on pourrait l'appeler, eh bien, c'est que ces jeunes ont quand même subi des violences à différents niveaux. Et avant tout, on a en face de nous des jeunes qui sont abîmés. Donc l'idée, c'est de les accompagner. On n'est pas forcément sur une sortie immédiate des situations, bien évidemment, mais comme je travaille pour Charonne Opélia, on est dans ce qu'on appelle l'accompagnement et la réduction des risques, évidemment, pour ces jeunes. On n'oublie pas pourtant que la loi existe, et Martine faisait référence à la loi sur la prostitution des majeurs de 2016. La loi sur la prostitution des mineurs, elle date de 2002, mars 2002.
Donc elle est assez ancienne, on n'en entendait pas beaucoup parler, et puis petit à petit, c'est venu de plus en plus. Donc la loi, elle dit clairement que la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République. Les mineurs sont considérés comme des personnes victimes et doivent être pris en charge par la protection de l'enfance. Ça, c'est la loi avec laquelle on travaille et qui encadre le contexte dans lequel on travaille, même si, encore une fois, on sait bien qu'on est dans un accompagnement et dans une réduction des risques avant tout. Donc tout ça, toute cette loi, évidemment, elle a été renforcée dernièrement en lien avec les textes qui ont été mis en place sur les notions de consentement, évidemment, dans le cadre des activités sexuelles. Je vous les ai mis pour éclairage, mais on ne va pas s'appesantir là-dessus. Alors, moi, je vous disais tout à l'heure que prostitution des mineurs, c'est très juridique, et le terme est juste, et je ne reviens pas là-dessus. Enfin, voilà, il est bien. Moi, je préfère parler d'exploitation sexuelle des enfants. Parce que je vous rappelle que des mineurs, ça reste des enfants. Si vous en avez chez vous des jeunes, des ados, des mineurs, vous ne parlez pas de vos mineurs, vous parlez de vos enfants. Et voilà. Et tous les jeunes qu'on peut rencontrer restent avant tout des enfants. Donc, il faut garder ça en fond sonore. Parce que finalement, si on n'est pas focalisé complètement par les activités de prostitution, on sait qu'il va falloir accompagner avant tout des enfants. Et puis, ça nous permet de penser, quand on dit exploitation sexuelle, que finalement, il y a quelque chose de l'ordre du non-consentement systématique, même si, on le verra, ce n'est pas forcément ce qu'ils ou ce qu'elles avancent en premier, mais on est là-dedans. Alors, pour aller jusqu'au bout et être très clair, je vous ai remis les réponses pénales autour de la prostitution et pour les clients. Donc, quand la victime, notamment a moins de 15 ans, c'est un délit qui est passible de 10 ans de prison avec une sanction financière. Et pour le proxénétisme, on est pour les victimes qui ont moins de 15 ans sur un crime de 20 ans aujourd'hui. Et alors, une sanction financière, voilà. Ça, c'est la loi. Après, tout s'arrange en fonction des procédures et de la loi. Aujourd'hui, il faut être clair et raisonnable. Il y a assez peu de gens qui prennent 20 ans de prison dans les procès autour de la prostitution des enfants. Mais bon, c'est comme ça. Alors, pourquoi quelle légitimité j'ai à venir vous raconter ma vie ici aujourd'hui ? C'est parce que, en fait, dans le cadre de Sharon Opelia, on a créé ce qu'on appelle la consulte sexo. Donc, Sharon Opelia, il y a Dexapa, Carude, une consulte jeune consommateur. Et puis, on s'est rendu compte, dans les années 2014-2015, qu'en fait, il y avait des choses qui nous paraissaient assez étonnantes et qu'il fallait peut-être accueillir les jeunes mineurs qui étaient dans ces situations de prostitution de manière spécifique, pas tout à fait comme on accueillait les jeunes majeurs ou les majeurs moins jeunes, parce qu'il y a aussi un espace femmes, par exemple à Charonne, qui accueille les femmes en situation de prostitution, usagères de drogue, plus ou moins. Voilà. Donc on a créé cette consulte sexo, donc elle existe depuis 2016, et elle s'adresse à la fois aux jeunes, donc sur des consultations individuelles, pour faire un état des lieux un petit peu de la santé sexuelle, puisqu'on est sur une santé sexuelle abîmée. Et puis, elle s'adresse aussi aux professionnels. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de recevoir absolument tous les mineurs, parce que les professionnels que vous êtes et que d'autres sont peuvent tout à fait accompagner ces jeunes et ne pas rajouter systématiquement du thérapeute au thérapeute. Ce n'est jamais forcément le moment. Il y a tout un temps d'accompagnement spécifique. Et donc, du coup, on travaille aussi sous la forme d'intervision pour donner des éclairages un peu différents. Alors, c'est vrai que c'est peut-être plus facile d'avoir un regard extérieur quand on n'est pas dans la situation confrontée directement aux jeunes. Et donc, on fait beaucoup d'intervisions avec les équipes pour pouvoir donner des pistes de travail et apprivoiser doucement ces jeunes qui sont dans des situations d'exploitation sexuelle et qui sont pour la majorité d'entre elles et d'entre eux dans le déni, évidemment, au départ. Dans le cadre de cette consulte sexo, évidemment, on fait aussi ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vient échanger avec d'autres professionnels pour essayer de croiser nos regards et de savoir un petit peu
comment faire. Donc de temps en temps, ce sont des sensibilisations, et puis de temps en temps, on se dit que pour aborder la santé sexuelle des jeunes, et surtout quand elle est abîmée, il faut peut-être avoir un petit peu de formation, on va dire un petit peu d'étayage, un petit peu d'outils pour pouvoir parler de sexualité. C'est pas si simple. Je vous rappelle que la sexualité en France, ça reste tabou, même si on ne veut pas le savoir, ou on se dit que tout est libéré, youpla boum. C'est pas vrai. On est d'accord. Ça reste un vrai tabou en France, et que aborder la sexualité avec les jeunes, c'est pas si simple, quoi. Tout simplement parce que ça vient résonner sur notre propre sexualité, nos valeurs, nos traditions, notre façon d'avoir été éduqués, notre culture, voire notre religion quand on en a une. Donc, du coup, c'est pas si simple que de se confronter sur le thème de la sexualité avec des jeunes. Donc, de temps en temps, c'est vrai que des professionnels ont besoin de formation. Et dans ce cadre-là, moi, je l'ai fait pas mal avec... alors, on fait les sensibilisations avec Sharon Opelia. Et puis, je fais plutôt des formations plutôt longues sur la santé sexuelle avec les risques, la mise en comment aborder les risques de la sexualité chez les ados. Avec 2 autres organismes, donc ACPE dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis Atlance. Atlance, c'est un organisme qui travaille beaucoup sur la posture, parce que la théorie, c'est une chose, la posture d'être face à des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, pour parler de sexualité, c'est autre chose. Et on sait bien qu'à travers notre communication non verbale, on fait passer beaucoup de choses, et on peut venir bousculer beaucoup notre théorie. Et donc c'est intéressant de temps en temps d'avancer autour de formation. Donc voilà un petit peu pour cette consulte sexo et ce qui gravite autour, et ce qui fait qu'aujourd'hui je peux vous donner des éclairages. Alors, je ne suis pas la fée clochette, j'ai pas de solution, clairement. Les solutions, on les construit au fur et à mesure, en fonction des jeunes, en fonction des situations, avec les professionnels autour, pour les amener à essayer de trouver en eux-mêmes les solutions qui seraient les meilleures pour eux ou pour elles, clairement. Donc, je suis désolée de vous décevoir, mais je n'aurai pas de solution idéale. Je peux partir tout de suite, si vous voulez. Non, ça va? Je peux rester encore un peu. Bon. Alors, donc, auprès des jeunes, auprès des professionnels. Juste un petit éclairage. Vous parliez, Martine, des proxénètes tout à l'heure. On commence à faire des expérimentations avec des groupes de proxénètes en prison, des jeunes proxénètes, parce que c'est de plus en plus jeune. Et on se rend bien compte quand même, soit... ils n'ont pas les codes, soit ils ont débordé de la loi, ils sont hors la loi, il y a la sanction et on ne revient pas dessus. Par contre, travailler avec qui sont ces personnages à qui manque une empathie hyper importante, qui ne reconnaissent pas l'autre être humain en face d'eux comme un être humain au même titre qu'eux, ça reste un vrai travail, je pense, qui commence seulement à démarrer à peine. Mais je pense qu'on pourrait le faire en parallèle de la prise en charge et de l'accompagnement des jeunes, ce serait assez intéressant. Et puis du point de vue du sexologue, moi j'adorerais pouvoir accompagner, je ne bouge plus, pouvoir accompagner les clients, parce qu'on peut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on achète le corps de l'autre. Et quel projet de société on a pour acheter le corps de l'autre. Mais bon, c'est pas tout de suite, et je pense que je le verrai peut-être pas, mais j'espère qu'un jour ça se mettra en place. Alors, on est dans l'exploitation sexuelle des enfants, évidemment, mais il y a une gradation. On n'est pas tout de suite dans l'exploitation sexuelle. Et il y a des pistes qui nous permettent de dire qu'en fait, les jeunes abordent les choses avec une première partie de marchandisation des corps qui sont quand même, qu'il faut quand même repérer, et que si on faisait de la prévention comme elle est censée être faite, peut-être qu'on repérerait beaucoup mieux déjà les niveaux de marchandisation des corps dans lesquels les jeunes s'inscrivent. Alors, du fait de leur vulnérabilité, on y reviendra, mais aussi du fait de notre société qui leur propose quand même peut-être des outils qui ne sont pas forcément les meilleurs, et notamment à travers les influenceurs et les influenceuses des réseaux sociaux, à travers les médias, autour de tout ce que représente la sexualité dans les télé-réalités, dans les séries, dans la façon dont on a de s'exprimer autour de la sexualité, et dans une société quand même qui est aujourd'hui une société d'hyperconsommation, il ne faut pas rêver, à laquelle on participe tous et toutes. Et peut-être qu'on a un vrai rôle à jouer, et je crois qu'on a un rôle à jouer dans peu de temps, et il faudrait peut-être s'en saisir, à mon sens. Voilà, donc il y a quand même un éclairage
de la marchandisation des corps, si on pouvait s'arrêter au moment de ce début de marchandisation des corps, peut-être que ces jeunes n'iraient pas jusqu'à des échanges économico-sexuels, des échanges tarifés autour de la sexualité. Peut-être, je n'en sais rien, mais on se dit qu'il y a des choses qui sont possibles à mesurer d'entrée. Et c'est vrai qu'il y a certaines jeunes ou certains jeunes que je peux rencontrer très très tôt, au moment des débuts de la marchandisation du corps, et on voit bien qu'en travaillant avec eux sur leur santé sexuelle, en remettant de la santé sexuelle positive, donc de l'éducation à la sexualité, en fait ça s'appelle comme ça, eh bien on arrive des fois à freiner un petit peu le tourbillon dans lequel ils ou elles s'inscrivent régulièrement et qui les mène souvent à des moments très très complexes dans leur vie et surtout très très violentes, parce que l'exploitation sexuelle des enfants, c'est une violence, point barre, quoi. Il n'y a pas de nuance, c'est un monde de violence extrême. Alors, peut-être que l'idée, ce serait de définir aussi la santé sexuelle, parce que je vous parle de santé sexuelle positive, de santé sexuelle, on est un peu sur, ou des sexualités humaines. Aujourd'hui, on a un peu des termes qui sont un peu équivalents. Pour moi, la sexualité, c'est quand même une question de langage et d'apprentissage de ce langage. Et le langage, il passe à travers le corps et les 5 sens. Et peut-être que le manque d'éducation à la sexualité des jeunes, si on commençait très très tôt autour de cette sexualité humaine, leur permettrait peut-être d'avoir des outils et peut-être des facteurs de protection un peu plus importants qu'ils n'ont aujourd'hui. Mais ça leur permettrait surtout d'avoir des espaces pour parler de cette sexualité humaine qui n'est pas si simple, quoi. Aborder la sexualité, c'est pas simple. C'est un langage qui s'apprend. Et comme tout langage, on apprend le solfège, on apprend l'alphabet, on apprend plein de langages différents, mais c'est vrai qu'on oublie celui-là. Alors je vous rappelle quand même que la sexualité, c'est le pilier, un des piliers de notre vie. Clairement, on ne peut pas faire abstraction d'eux, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas dire que ça, c'est pas mon sujet, ça n'existe pas. À partir du moment où on est à la rencontre d'êtres humains, la sexualité fait partie de l'être humain et fait partie aussi des fondations de sa stabilité et de son épanouissement pour après. Donc on voit bien déjà que là, il nous manque des billes, il nous manque des choses. Alors, je ne sais pas ce qui se fait dans la région autour de l'éducation à la sexualité. Et vous avez quand même des gens qui ont beaucoup réfléchi là-dessus dans les facs alentours, entre autres Régent Tremblay et d'autres, et toutes leurs équipes qui travaillent beaucoup là-dessus. Et je pense que ce serait intéressant de s'en inquiéter beaucoup plus et de l'inscrire beaucoup plus dans ce qui est le passage, la scolarité des enfants peut-être, parce que c'est un moment donné où ils sont un peu captifs et où ils peuvent apprendre un langage différent, en plus du langage qu'ils connaissent déjà, sachant que y a plein de familles qui ne peuvent pas donner ce langage-là, pour plein de raisons, et voilà. Donc peut-être que si on leur donnait vue avec un autre point de vue, ce serait assez intéressant, et ça permettrait de freiner un peu le système de l'exploitation sexuelle. Alors la définition de la santé sexuelle, vous la savez, hein, elle est basée sur la définition de la santé. C'est un état de bien-être sexuel complet, c'est-à-dire à la fois dans la tête, dans le corps, dans l'environnement. Mais bon, elle est associée évidemment aux droits sexuels. Je vous les ai mis là, et on ne va pas les détailler, mais bien évidemment que les droits sexuels, vous les connaissez, on les connaît tous. Il faut aussi, à un moment donné, se les remettre un peu. Mais le droit de jouir du meilleur état de santé, eh bien finalement, on va se rendre compte que ces jeunes ne jouissent pas du meilleur état de santé, et certainement pas du meilleur état de santé sexuelle, au fur et à mesure de leur progression dans le temps, et notamment à l'adolescence. Mais c'est sans doute aussi à Lambon, voilà. Non, c'était celui-là. Voilà, j'ai appuyé trop vite. Peut-être qu'il faut que je vous fasse un petit éclairage de qui sont ces ados que je peux rencontrer. Donc aujourd'hui, on estime à peu près, il n'y a pas d'enquête réelle, on estime à peu près sur l'Hexagone à 20 000 le nombre d'enfants qui sont en situation d'exploitation sexuelle. Donc 20 000, c'est pas mal quand même. C'est intéressant de se dire qu'on peut s'occuper de ces 20 000 enfants quand même, parce que ce seront les adultes aussi de demain. Et sachant qu'en plus, c'est vraiment aléatoire, hein, le chiffre. Voilà. Alors pour ceux et celles que je rencontre dans le cadre de mes consultations, ce sont très majoritairement des filles, à peu près à 70%, mais on n'oublie pas qu'il y a aussi des garçons. Et aujourd'hui, il y a à peu près 30% de garçons. Je pense qu'on les repère beaucoup moins bien, parce que dans notre inconscient collectif,
Les garçons sont du côté du proxénétisme et des clients, et les filles plutôt du côté des personnes prostituées. Or, non. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de très mobile, de très fluide. Et en fait, les garçons sont aussi en situation, et des très jeunes garçons, se retrouvent aussi en situation d'exploitation sexuelle. Alors, ils sont très jeunes. Dans les consultations que je peux avoir, on est à peu près à 88% qui ont entre 13 et 14 ans. Donc l'âge le plus représenté, c'est entre 13 et 17 ans, pardon. L'âge le plus représenté, c'est 14 ans. Ça a baissé. Quand j'ai commencé en 2016, on était plutôt à 16 ans. Donc je trouve que ça a baissé vite. Alors on ne voit pas le temps passer, hein, mais ça a baissé vite en peu de temps, je trouve. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à avoir des jeunes... Là, j'ai mis 13 ans, mais c'est vrai que moi, je commence à avoir des jeunes bien plus jeunes encore, 11 ans et demi, 12 ans, qui sont déjà dans ces situations. C'est-à-dire qu'on les repère au moment où ils rentrent en 6e, au niveau du collège. Alors, pour la plupart d'entre elles, ils sont de nationalité française. Donc, moi, dans les consultations dont je vous parle là, je ne reçois pas les mineurs non accompagnés, les MNA, parce que dans le cadre de Sharon-Opelia, il y a un service spécifique qui accompagne les mineurs non accompagnés et qui sont sur le territoire de manière beaucoup plus disséminée, on va dire, moins repérable. Mais il y a une équipe spécifique qui maraude et qui travaille avec ces mineurs non accompagnés. Donc moi, je m'occupe vraiment des enfants qui ne sont pas dans ce cadre-là, donc qui vivent chez leurs parents, avec toute catégorie socio-professionnelle confondue pour les parents. Hein. On est dans des familles très aisées, comme dans des familles beaucoup moins aisées. Moi, j'aime pas que les médias disent c'est de la prostitution de quartier, du proxénétisme de cité, ou je ne sais plus ce qu'ils racontent. Enfin, non, en fait, ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Et pour preuve, c'est que les violences et les violences sexuelles touchent toutes les catégories socio-professionnelles dans notre société. Donc c'est logique qu'on ait des jeunes et des enfants qui viennent de tous les quartiers. Donc ces jeunes habitent fréquemment, enfin encore pour la majorité chez leurs parents, ou tout du moins sont plus ou moins liés encore beaucoup à leurs parents. Ils sont scolarisés. Alors je ne vous dis pas que c'est une scolarité facile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des absences, voilà. Mais globalement, ils sont scolarisés. Donc en fait, il y a plein de choses institutionnelles qui sont mises en place, mais qui ne permettent pas de repérer. Il y a bien un sujet autour de la formation des professionnels que nous sommes, hein, à un moment donné. Donc, ils sont aussi, pour beaucoup, confiés à l'ASE, donc ils viennent à travers ça, parce qu'ils ne voient pas de la lumière à la consulte et ils rentrent, hein, on est d'accord qu'ils sont accompagnés, et souvent accompagnés parce qu'il y a eu des informations préoccupantes, des signalements qui font qu'ils sont accompagnés par la protection de l'enfance déjà, ou la PJJ, parce qu'ils sont déjà sur le versant... Ils ont été gaulés sur le versant proxénétisme, donc ils sont plutôt accompagnés par la PJJ dans ce cadre-là. Et puis de plus en plus, l'éducation nationale, qu'on a longtemps fustigée, mais qui aujourd'hui reprend du poil de la bête, repère vraiment beaucoup, parce que se forme beaucoup, repère vraiment beaucoup et beaucoup plus vite ces jeunes enfants, notamment ces très jeunes collégiens et collégiennes, sur des situations ou de marchandisation du corps, ou déjà d'exploitation sexuelle avérée, enfin de prostitution avérée. Voilà. On a évidemment, à travers tout leur fonctionnement aussi, un mélange d'addiction, évidemment, aux produits. C'est des fois par ce biais-là qu'ils sont repérés aussi, parce que ce sont des jeunes qui ont tendance à utiliser des produits, à s'alcooliser très très vite, de plus en plus tôt, pendant les cours, au collège, et puis qui utilisent beaucoup aujourd'hui le protoxyde d'azote, le cannabis, enfin tous les produits qui sont à leur portée, évidemment. Alors, on va voir qui commence. Est-ce que c'est la prostitution qui commence les addictions? On va voir que tout ça, c'est très lié et qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de dire ça a commencé par là ou par là. L'idée, c'est de travailler en réseau et de travailler ensemble pour l'accompagnement et de faire un espèce de maillage autour de ces jeunes pour qu'ils puissent, à un moment donné, travailler peut-être l'addiction d'abord ou peut-être la prostitution. Enfin, voilà. C'est vraiment très singulier et c'est à chaque cas... on adapte un petit peu à chaque cas.
Et puis ces jeunes, de toute manière, sont dans des conduites à risque qui sont consécutives d'un psychotrauma, puisqu'ils ont tous été abîmés autour de la santé sexuelle. Et quand je dis tous, comme je n'ai pas d'enquête méthodologique scientifique, je ne peux pas avancer à 100%. Donc je dirais que dans mes consultes, je suis à 98%, on va dire ça comme ça on laisse la porte ouverte, à des jeunes qui sont abîmés au niveau de la sexualité. Alors, clairement, soit on est sur des jeunes qui ont vécu des situations d'inceste, ou qui vivent encore des situations d'inceste, ou de climat incestuel, clairement. Je vous rappelle juste le chiffre de l'inceste en France, 7 millions de Français impactés par l'inceste. Donc à un moment donné, on les voit, quoi. Ils sont là, c'est à peu près 3 enfants. Connus, bien sûr. Ça, c'est ce qui est dit. Donc plus tous ceux qu'on ne connaît pas. Donc on sait à peu près que c'est 2 à 3 enfants par classe de 30. On est d'accord. Donc ces enfants qui sont très très abîmés, évidemment, au moment de l'adolescence où se rejoue la sexualité autrement, évidemment, les réminiscences de ces violences sexuelles viennent se rappeler et viennent imposer des stratégies spécifiques et notamment des stratégies de prostitution. On est sur des jeunes qui ont pu aussi ne pas vivre des incestes ou des climats incestuels, qui ont vécu des agressions sexuelles, mais on sait aussi que c'est dans un environnement proche quand on est enfant, clairement. Et puis des jeunes, très jeunes, pré-ados, qui vivent un peu des violences sexuelles au moment des premiers émois amoureux, des premières rencontres sexuelles, et qui sont très, très désillusionnés, je ne sais pas si le mot est juste, mais c'est un peu comme ça que je le sens, à travers ces premières difficultés d'aller s'inscrire dans une rencontre sexuelle avec l'autre, quel que soit l'autre. Voilà. On est aussi sur des jeunes qui vivent beaucoup de cyberharcèlement, donc c'est de plus en plus repéré, évidemment, dans le cadre de la scolarité. Encore faut-il que la scolarité soit assez lisse, sinon on le repère mal. Et souvent, la scolarité n'est pas lisse parce qu'il y a harcèlement, donc ça aussi, c'est très, très compliqué. Et puis, on a des jeunes aussi qui, on a des parents qui ne sont pas toujours très, très au point avec tous les codes. Et du coup, des jeunes qui dysfonctionnent du fait d'un milieu familial dysfonctionnant, donc qui sont en errance et qui sont déjà sur des addictions qu'on n'a pas pu repérer ou qui ont été cachées. Voilà. Donc, je vous disais, les conduites addictives, elles sont de toute manière le résultat souvent du psychotrauma, puisque ça a été très clairement décrit. Et donc, on n'arrive pas toujours à savoir si l'addiction est venue pour venir couvrir la souffrance des activités sexuelles tarifées ou si l'addiction a mis en place des vulnérabilités qui font qu'on s'est engouffré après dans des activités sexuelles ou si ça a été le contraire. Ceci dit, pour la majorité d'entre eux et d'entre elles, on est sur des jeunes qui utilisent aussi beaucoup de produits pour pouvoir apaiser comme ils peuvent les souffrances qu'ils vivent en permanence et qui sont consécutives à ces traumas qui ne sont pas traités, en fait, qui ne sont pas travaillés. Quelque chose, quand il y a un vrai mal-être, c'est vrai que la solution, c'est souvent de mettre le rideau, et le rideau, il est là avec les produits. Et peut-être qu'il serait très intéressant pour les personnes qui sont dans des situations d'addiction comme ça aux produits, d'abattre la carte des violences sexuelles un jour vécues. Alors c'est vrai, on le fait peut-être des fois tardivement avec les adultes, et quand on le fait, on a la réponse. Quand on le fait avec les jeunes, les ados, c'est moins flagrant, la parole est moins facile à émerger, c'est moins simple, mais en fait, on se rend compte que c'est aussi... les deux sont très liés, et le travail en parallèle d'accompagner les addictions aux produits et d'accompagner ces situations d'activité sexuelle, parce que ça va résonner, d'activité sexuelle tarifée, elle se fait vraiment en parallèle et on est vraiment obligé, c'est un point essentiel de travailler en réseau. On ne peut pas travailler seul, vraiment, avec ces jeunes. On ne peut pas les accompagner uniquement seuls.
Il faut vraiment qu'on soit à plusieurs et qu'on travaille avec des regards complètement croisés, parce que le jeune ou la jeune va se saisir à un moment donné d'un échange, d'une espèce de sympathie, d'apprivoisement, de lien avec un professionnel plutôt qu'un autre. Du coup, l'idée, c'est de construire au fur et à mesure et d'ajouter la thérapie qui va bien au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ça prend du temps et qu'on ne peut travailler qu'en parallèle de tout ça. Si je fais des consultations d'évaluation de santé sexuelle sur ces jeunes qui sont dans des échanges sexuels tarifés, je ne peux absolument pas travailler toute seule. Il est clair que je vais faire une évaluation avec eux, essayer de voir où a été la première violence sexuelle qui a déclenché le système, mais à un moment donné, il va falloir les réorienter vers des psychothérapies, du psychotrauma, ce qui n'est pas très simple parce qu'il y a peu de professionnels formés au psychotrauma. Il y en a encore assez peu, il y en a peut-être plus ici, je n'ai pas de chiffres, mais il y en a partout dans toutes les régions. Mais c'est vrai que ce n'est pas si facile, les rendez-vous sont longs. Sur Paris, on est quand même sur des délais très très longs. Et en attendant, il faut garder ce lien, apprivoiser ces jeunes et commencer à les faire travailler sur ce qu'on peut, c'est-à-dire sur le langage peut-être de la sexualité qui est complètement brouillé. Et peut-être qu'en passant par le corps et en passant par ce travail de la sexualité, on arrive doucement à les emmener vers des thérapies un petit peu plus longues qui vont leur permettre d'aller mieux un jour. Alors oui, parce qu'un jour, ils vont mieux et elles vont mieux, parce que j'ai 8 ans de recul, et sur ces 8 ans, eh bien, les jeunes s'en sortent. Alors je ne vous dirai pas 98%, on est d'accord, mais il y a vraiment des jeunes qui sortent du système, qui étaient dans des conduites absolument, dans des conduites de prostitution absolument sordides pour leur jeune âge. Quand on a 13-14 ans, on est un enfant. Donc, et qui, petit à petit, avec un travail pluridisciplinaire autour, sont sortis du système. Donc je trouve que ça vaut le coup d'y réfléchir et ça vaut le coup de se mettre un peu en mouvement et d'essayer de travailler ensemble pour les aider à sortir de ce monde-là, si c'est quelque chose qui les intéresse, et pour envisager qu'ils aillent un peu mieux et qu'ils soient dans une santé sexuelle un petit peu plus positive et un peu meilleure. Alors, je vous disais, c'est assez facile de travailler avec les ados sur la sexualité, parce que finalement, la sexualité, elle vient se réinterroger au moment de l'adolescence. Donc, ils ont plein de questions. Je vous rappelle que les adultes ne répondent pas bien à leurs questions, en général. Alors, on va leur faire tout un topo sur la contraception, l'IVG, le VIH, machin, tout ça. Bon, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Ce qui les intéresse le plus, c'est qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? C'est quoi ce truc-là qui m'envahit complètement ? Parce que je vous rappelle que la révolution hormonale de l'adolescence, c'est j'en ai jusque dans le chignon, comme on dit, et jusqu'au bout des pieds. C'est-à-dire que c'est très, très envahissant. On ne voit que ça. Si vous êtes en cours et que voilà, l'objet de vos désirs est à côté ou devant ou derrière et que vous entendez et la voix et l'odeur et que vous sentez qu'il est là ou qu'elle est là, et en fait, le prof de maths, il peut faire toute la danse du ventre qu'il veut, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est quand même hyper important. Ils ont des vraies questions à poser parce que c'est un corps qui change à l'adolescence. C'est des questions sur la normalité. C'est des questions... La normalité ne veut pas dire tous dans le même sens, un homme, une femme, on est d'accord. C'est est-ce que moi je suis normale parce que j'ai cette orientation sexuelle ? Est-ce que moi je suis normale parce que je ne me trouve pas bien dans mon corps et ce n'est pas le bon corps qui me va bien? Est-ce que c'est normal parce que j'arrive pas à tomber amoureux ou amoureuse? Est-ce que c'est normal parce que je sais pas draguer? Parce que comment on fait pour draguer? Est-ce que c'est normal parce que ce corps qui bouge là, ces érections, j'en fais quoi? Cette lubrification, j'en fais quoi? Ces signes du désir, j'en fais quoi? Comment on les gère? Comment on les apprivoise? Et comment, surtout, on va à la rencontre de l'autre. C'est quand même à l'adolescence que ça s'interroge. Et ça, ce sont les vraies questions des ados. Donc, travailler avec eux sur ce questionnement-là, finalement, ils adhèrent assez facilement, même quand ils ou elles sont très, très abîmés.
et repasser par l'histoire de leur corps, leurs sensations, c'est aussi ce qui va nous permettre de mettre des mots sur leur traumatisme. Hein. Parce que quand les sensations sont complètement éteintes, sont complètement anesthésiées du fait du trauma, quand les émotions sont complètement anesthésiées et que je suis obligée de surjouer tout ça, que je suis obligée de me décorer, m'hypersexualiser parce que je ne sais pas comment on fait, que personne me dit, que juste les influenceurs ou les influenceuses, qui n'est pas forcément toujours l'idéal, on va dire, ça peut, mais bon, pas toujours. On pourrait avoir d'autres pensées, enfin d'autres types de réflexions pour bousculer son esprit critique et faire un choix qui soit plus le mien que le choix de l'influenceuse untel ou de l'influenceur machin. Ce serait intéressant. Et du coup, repartir avec eux sur ce versant-là, c'est intéressant. D'autant plus que la notion du risque chez l'adolescent, elle n'est pas tout à fait mature. On sait très bien que ça va prendre du temps. C'est plutôt vers l'âge de 20 ans qu'on arrive à avoir un espace psychique où on sait mieux analyser le risque. C'est une période d'apprentissage, l'adolescence. Hein. Je vous rappelle qu'en plus, on a de la chance en France. On est quand même dans un pays privilégié où on a cet espace de l'adolescence. Ce n'est pas dans tous les pays. Hein. Dans tous les pays, vous avez 12 ans, c'est fini, vous n'êtes plus ado, hein, vous y allez. Donc, à un moment donné, c'est tout ce temps de la construction, d'apprendre les risques, d'apprendre ce que c'est que prendre des risques pour grandir, mais les évaluer aussi. Ça peut être intéressant. On sait aussi qu'on est sur des ados qui vont très très bien un jour et qui vont très très mal le lendemain. Mais ça, je ne vous apprends rien, parce que vous les avez en face de vous tout le temps aussi. Hein. Donc, ce n'est pas très facile. Ils nous épuisent. Et c'est pour ça que les formations ou les supervisions ou les intervisions sont intéressantes chez les professionnels, parce que ces ados sont épuisants et épuisantes, clairement. Ils sont, voilà, on a l'impression des fois qu'on est complètement impuissant, on ne peut rien faire. Alors on entend des mots horribles du style « il met tout en échec, elle met tout en échec ». Non, ils sont simplement des ados qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont et avec des adultes qui ne répondent pas à leurs vraies questions. Alors ils font comme ils peuvent. Hein. Voilà. Ils ont aussi un attachement au père qui vient souvent les bousculer parce qu'il est très fort, l'attachement au père au moment de l'adolescence. Et quand les pères ne vont pas bien non plus et que les pères glissent doucement sur le versant proxénétisme, ce n'est pas la bonne idée. Sauf que si personne vient les confronter à ces pères aussi, à un moment donné, c'est compliqué pour eux, quoi. On s'engouffre dans quelque chose qui est fort. D'autant plus que si l'attachement de base n'a pas été sécure dans la petite enfance et dans l'enfance. On sait très bien que ça se réinterroge à ce moment-là de l'adolescence. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler avec eux et que je travaille avec eux au fur et à mesure du temps. Et puis on est aussi sur une perception du corps particulière. On est sur un corps qui change, qui est douloureux, qui a des sensations bizarres. Voilà. Et on est aussi sur le fait de vouloir faire absolument comme tout le monde, parce que c'est ce que la société nous envoie régulièrement comme influence, même chez les adultes. Hein, c'est compliqué. Hein. Donc tout ça, on peut le retravailler. C'est une période normale, mais du coup, il faut aller chercher chez ces ados en situation d'exploitation sexuelle qui sont ces vrais ados et ne pas se focaliser, mais plutôt ouvrir notre regard sur... Ce sont avant tout des ados, avant tout des enfants qu'il faut accompagner. Et ceci dit, c'est très compliqué, hein, parce que pour tout à chacun, on a une idée de ce que c'est que la prostitution, on a été élevé, on a des informations, voilà. Et en fait, ça vient très très vite bouleverser nos clichés, nos représentations de ce que sont ces jeunes à un moment donné. Donc... c'est vrai que c'est difficile pour les professionnels aussi de travailler avec ces jeunes. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur des sexualités abîmées. On est sur un phénomène du consentement qui est quand même extrêmement compliqué et qu'on peut réinterroger chez ces jeunes. Je dis réinterroger dans le meilleur des cas parce que pour beaucoup, c'est on interroge. Hein. Ça n'a jamais été interrogé. Le consentement, c'est pas un jour on se réveille à l'adolescence en sachant dire oui ou non. Déjà, c'est très juridique, le oui et le non. Pour moi, c'est pas ça. Mais le consentement, c'est une éducation depuis le plus jeune âge. C'est comment on a appris
ce que c'était que le consentement et comment on a appris à pas systématiquement se laisser tripoter par Tata Ginette parce qu'elle voulait nous donner un bisou et qu'il fallait absolument consentir à tout ça alors qu'on n'était pas d'accord. Le consentement, ça s'apprend très très tôt en fait. Et ces jeunes filles et ces jeunes garçons n'ont qu'une notion de ce que veut dire le consentement. Même si dans leur discours c'est « non mais moi je consens, de toute manière je ne comprends pas pourquoi je suis là, je maîtrise, je gère, vous inquiétez pas ». Ils sont toujours très inquiets pour les adultes qui les rencontrent. Donc, ils ont quand même beaucoup d'empathie pour nous. Et on n'en a peut-être pas assez pour eux des fois, mais bon. Et c'est vrai que cette notion du consentement, ils nous la mettent très très vite parce qu'ils ont appris aussi à dire, pour un peu qu'il y ait eu des procédures, ils ont appris ce que ça voulait dire, qu'il fallait dire « ok, j'étais consentante parce que j'y suis retournée, j'étais consentante parce que je suis tombée amoureuse red dingue de mon lover boy, et voilà. Et du coup, c'est de ma faute, c'est moi qui ai voulu, tout ça. » Et donc, il faut réinterroger cette notion du consentement à travers, pour moi, c'est une relation consentie, c'est une relation désirée. Donc, finalement, il faut les réinterroger. Enfin, ce que je peux faire, et de temps en temps, ce qui peut marcher, c'est de les réinterroger autour des signes du désir du corps, autour des signes du désir sexuel du corps, et du langage du corps, et des sens. Et ça, c'est assez intéressant. C'est vrai que ça bouscule un peu, ça nous oblige à avoir réfléchi à ce que c'est qu'une relation désirée. Et je vous rappelle que tous les adultes n'ont pas forcément une relation désirée tout le temps. Donc cette notion du consentement, elle vient nous bousculer aussi dans nos façons d'être et nos façons de penser. Mais c'est important d'aller les réinterroger sur ce versant-là. Et je dis toujours que oui, c'est comment on peut dire oui quand on a eu la possibilité de dire non. Et ces jeunes, en général, n'ont pas eu la possibilité d'évaluer le non à cause de l'emprise du traumatisme. Alors, on a l'emprise du lover boy, on a l'emprise des copines proxénètes ou des copains proxénètes, on a l'emprise des grands proxénètes, et voilà, ça dépend un petit peu dans quel système ils sont embarqués, mais on a surtout l'emprise du trauma qui empêche de penser, et parce que cette mémoire traumatique, elle vient bousculer, parce que l'agression sexuelle vécue dans les premiers temps est venue verrouiller tout ça, est venue écraser la possibilité de dire non. Clairement, une agression sexuelle, ça vient écraser vos possibilités d'évaluer les choses de manière juste. Hein. Clairement, on devient très très vite un objet sexuel quand on a été initié, petit ou petite, à être un objet sexuel, à être utilisé sans qu'on nous demande notre avis. Et pour certaines jeunes filles, elles vont dire « moi, je prends ma revanche sur les mecs. Hein. Le premier, il s'est servi, il m'a rien demandé. C'est papa, tonton, mon cousin, mon frère, j'en sais rien. » Des fois, c'est les mères, on n'oublie pas. Hein. Sur les prédateurs sexuels des enfants, 23% de mères. Aujourd'hui, c'est le chiffre qui sort. Donc voilà. Le premier s'est servi, maintenant les autres vont payer. Et on est sur une forme aussi de revanche de quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est compliqué. Et on voit bien que sans thérapie du trauma, on ne va pas pouvoir aller loin. On va pouvoir détricoter un peu l'histoire, mais il va falloir quand même y rajouter la thérapie du trauma. Donc cette mémoire, cette dissociation traumatique va les aider de toute manière à supporter les activités sexuelles de prostitution, on est clair. Parce que je vous rappelle que la demande des clients, quand même, qui est de plus en plus aux confins de la norme chez les enfants, je parle bien que des mineurs et que des enfants, chez les enfants, la demande des clients est de plus en plus particulière du fait d'un large visionnage de pornographie aujourd'hui ouvert de manière très très large. Et voilà, ce qu'on n'envisage pas de faire avec sa conjointe ou son conjoint ou je ne sais qui nous paraît pas dans les mêmes cases, on tente de l'acheter avec des très jeunes, parce que plus on est jeune, finalement, moins on va dire non. C'est comme ça qu'il n'y a pas de préservatif, c'est comme ça qu'il y a des choses aux limites du BDSM qui n'en est pas, des choses extrêmement violentes. Je vous rappelle qu'à 13-14 ans, on n'est pas très au point sur la sexualité des adultes, même si on pense qu'ils savent tout parce qu'ils ont tout vu et tout. C'est pas vrai. Il y a une sexualité de l'enfant, une sexualité de l'ado, une sexualité de l'adulte et une sexualité des seniors, et je la rajoute parce que j'y arrive. Donc, à un moment donné,
ces sexualités-là, elles ne sont pas les mêmes. Elles n'ont pas les mêmes langages. Chaque fois, c'est un langage qu'on apprend différemment. Et chaque fois, on progresse, clairement. Mais quand on a 12, 13, 14 ans, on n'a pas les outils pour comprendre les jeux sexuels d'une sexualité adulte. Donc, elle vient nous emboutir, clairement, et ça vient mettre du trauma aux traumas qui ont déjà été là et qui sont sous-jacents à la vulnérabilité qu'on est. Donc, je vous ai remis ce qui est dit. Donc, ça, ce sont les conclusions, enfin, les recherches de Muriel Salmona, qui a été une des premières à travailler là-dessus. Ce n'est pas la seule, mais c'est une référence quand même en France, et je pense que c'est intéressant de la nommer. Et c'est pour ça qu'on voit finalement que, suite à des traumas sexuels, on a des types de stratégies particulières qui s'opèrent. Hein. On a la stratégie d'évitement, une espèce de froideur, une espèce de robotisation du corps. Et on le voit bien chez ces jeunes filles ou garçons qui sont complètement robotisés et qui sont du coup décorés et qui ont besoin d'inscrire un costume particulier pour les activités sexuelles, pour essayer de se décaler de ça, parce que ce ne sont pas elles ou eux réellement. Et puis on a les autres stratégies aussi, qui sont les stratégies, les excès de tout, c'est-à-dire la prostitution, l'excès de violence. Vous savez, ces jeunes qui pètent les câbles comme ça d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Vous avez dit un mot, vous avez dit une phrase, vous avez fait un geste, vous avez un truc, et d'un seul coup, ça pète dans tous les sens. Elle vous envoie la chaise dans le bureau au milieu de la tête. Enfin, voilà. On ne comprend pas ces accès de violence. Et en fait, ces accès de violence, ils viennent s'inscrire dans la stratégie du trauma. L'activité sexuelle, évidemment, c'est rejouer quelque chose qui fait très, très mal, là où ça a fait mal au début, pour essayer de calmer cette souffrance. Et en fait, ça ne marche pas, mais c'est la seule solution qu'on peut trouver dans ce cadre-là, dans le cadre du trauma, des stratégies du trauma. Après, on a d'autres stratégies, toutes les stratégies autour... alors, j'ai mis boulimie, anorexie, on va se détendre, c'est des conduites à risque autour de l'alimentation. Ce serait plus juste comme terme que boulimie, anorexie, on est d'accord. Et puis, ça peut être aussi des risques à outrance autour du sport, autour... quelque chose qui fait que le corps ne réagit tellement plus, est tellement anesthésié qu'on va aller chercher très très loin pour essayer de sentir quelque chose. Et les activités sexuelles tarifées font partie de ce schéma-là. Et du coup, se faire mal là où on a déjà mal pour essayer de calmer la douleur. Évidemment, ça ne marche pas, mais il faut le comprendre. Mais quand on a 12, 13, 14 ans, on n'est pas forcément en compétence pour le comprendre. On n'a pas forcément tous les outils pour le comprendre. Donc ça, c'est important. Alors, vous allez me dire, oui, mais certains et certaines, quand même, ils trouvent leur compte à travers les récompenses. Pour moi, les récompenses, elles ne sont pas l'objectif essentiel de leurs activités tarifées, clairement. Ça vient donner simplement de la valeur à une personne qui n'en a plus. Quand vous êtes dans des situations de trauma sexuel, votre corps n'a plus aucun sens, n'a plus aucune valeur. Donc, finalement, celui ou celle qui me donne une récompense, finalement, me donne une forme de valeur. Et plus la récompense est élevée, évidemment, si c'est le sac Vuitton, évidemment que je vaux plus que si c'est un kebab. On est d'accord que ce n'est pas le même prix. Donc, à un moment donné, c'est aussi cette gradation de la récompense qui vient renforcer la valeur qu'on a de soi. Je vous rappelle qu'à l'adolescence, on a une difficulté, une instabilité autour de l'estime de soi, mais parce que ça vient jouer sur l'image qu'on a de soi, la valeur qu'on a de soi, l'amour qu'on a de soi, tout ça qui fait qu'à un moment donné, il va bien falloir retravailler ça, rediscuter ça. Et donc, pour moi, les récompenses, et c'est vraiment ça, parce que la majorité du temps, les jeunes filles ou les jeunes garçons que je vois ne thésaurisent absolument pas. Clairement, ils n'ont aucune économie. L'argent qu'ils touchent ou les objets qu'ils ont leur brûlent les mains et ils vont très très vite les dépenser ou les remettre en jeu sur quelque chose d'autre. Et ça, c'est quand même hyper important de se dire qu'elles n'y vont pas pour l'argent, pas dans le cadre des enfants. On est encore une fois sur les enfants, l'exploitation sexuelle des enfants. On n'y va pas pour l'argent, même si c'est ce qu'elles vont mettre en avant en disant « ouais, mais au moins, moi j'ai gagné 1000 balles, c'est pas ce que vous gagnez dans le mois. Hein.
En une soirée, vous faites pas... Non, non, on ne se fait pas 1000 balles dans notre boulot, mais en une soirée. Donc, effectivement, et c'est ce qui va venir contrer les choses. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'ouvrir nos yeux et nos écoutilles pour passer au-delà de la focalisation de l'histoire de la prostitution. Parce que si on s'arrête à ça, on va dire, ok, c'est bon, elle veut ça, c'est bon, moi je ne peux plus rien faire. Et peut-être que quand on est très jeune, on peut encore faire quelque chose. Ça, à mon avis, c'est vraiment possible, puisque ça marche pour certaines ou certains. Alors après, d'autres vont essayer aussi de trouver des portes de sortie, tout seul, plus ou moins. Les grossesses non désirées, ça peut être une façon d'en sortir. Les IVG à répétition, ça peut être une façon d'en sortir. D'où l'intérêt de travailler en réseau, parce que si vous travaillez avec des centres de santé sexuelle où il y a une rigidité dans l'heure des rendez-vous, je vous rappelle que ce sont des jeunes qui sont quand même mobiles et très fluides et qui n'ont pas vraiment le même sens. Déjà, ce sont des ados. Alors déjà, on n'a pas le même rythme que les adultes, d'une part. Et d'autre part, dans leurs activités, elles sont sollicitées très souvent et le rendez-vous, il passe. Alors, c'est sûr que si le centre de santé sexuelle dit « bah oui, je lui ai donné rendez-vous, mais elle ne l'a pas honoré, donc de toute manière, je ne lui en donnerai pas un deuxième », ça ne va pas le faire. Donc l'idée de travailler avec des réseaux, avec des gens qui fonctionnent et qui ont un référentiel commun comme vous, ça peut être intéressant parce que c'est peut-être ce qu'elles vont utiliser. Évidemment, on sait très bien que dans notre société, quand on est enceinte, une femme enceinte, elle est plutôt valorisée, on va dire. On fait attention, elle est protégée, elle est encadrée, elle est soignée. Et donc là, c'est aussi une façon de penser qu'on va être soigné et que peut-être un jour, on va nous poser la bonne question pendant ces soins. Peut-être, mais ce n'est pas toujours gagné. Il y en a d'autres qui passent du coup sur le versant proxénétisme, parce qu'aujourd'hui c'est très très fluide, hein. On a des filles et des garçons dans le proxénétisme. Souvent on n'a pas des gros réseaux chez les ados, c'est pas des gros réseaux comme on peut avoir dans la prostitution des majeurs où il y a les réseaux de traite d'êtres humains qu'on connaît bien, mais là on n'est pas sur des gros réseaux, on est sur un copain, une copine, voilà, et puis là je suis fatiguée, donc le copain qui me gère, il me dit... Bon, tu t'arrêtes, mais maintenant, comme tu es super bonne, tu vas chercher 2 copines à toi, parce que tu en vaux 2. Vous voyez, là, l'histoire de la valeur, la récompense, elle est là aussi. Hein. Comme j'en vaux 2, je vais en chercher 2. Finalement, si je vais en chercher 2, je rabats. Et comme je suis rabatteuse, promotrice, enfin, elle vous donne des tas de noms bizarres, et finalement, je suis passée sur le côté obscur du proxénétisme. Et du coup, je suis passée sur le versant délinquant. Et je ne suis plus du tout sur le versant victime. Alors qu'en fait, j'ai été victime. C'est souvent ce que ces jeunes ne comprennent pas, parce qu'ils se font choper pour du proxénétisme en disant « mais moi aussi, avant, j'y étais. Donc moi, je suis une victime. Je ne suis pas dans le proxénétisme, j'étais victime avant. » Et c'est pour ça que je suis devenue dans le proxénète, parce qu'à un moment donné, c'est aussi une façon de faire une pause sur les différentes passes qui sont proposées. Elles ne s'amusent pas pendant les passes. Clairement, elles ont très très vite tendance à vous expliquer que ça les dégoûte, et qu'elles se dégoûtent, et que les gens qui viennent à elles, les clients, les dégoûtent, clairement. Mais quand on a 13-14 ans et qu'on a des clients qui en ont 40, 45, 50, on n'est pas vraiment sur les enjeux d'adolescents de 12, 13, 14 ans. On n'est pas sur les émois amoureux où on va à la rencontre du copain ou de la copine qui est dans la classe. Clairement, ce n'est pas du tout le même champ. Donc, on est sur des choses comme ça, de cet ordre-là, où on passe très très vite sur le versant délinquant sans s'en rendre compte. On accompagne la copine parce qu'elle va à l'hôtel, parce qu'elle a des clients qui l'ont appelée. Le fait de l'accompagner, elle se fait engueuler simplement pour être accompagnante ou pour avoir filé les préservatifs, filé le numéro du client, commander le Uber parce qu'elle avait un compte Uber et pas l'autre. Il y a plein de choses de cet ordre-là. On est sur des jeunes aussi, pareil, auteurs victimes dans les violences sexuelles, on sait très bien. On est aussi sur des jeunes qui sont cyberharcelés, mais qui peuvent aussi devenir harceleurs ou harceleuses très très vite pour essayer de trouver une stratégie de sortie de ce schéma. Et puis, pour certains ou certaines, bien sûr, il y en a qui s'enfoncent dans les conduites d'errance
et les conduites d'addiction, parce que les fugues, ça fait partie intégrante du système. Et les fugues, elles en font très très souvent et très très vite. Alors au début, ça se voit pas trop. On va dormir chez une copine le soir, ça se dit comme ça. Et puis finalement, on n'était pas chez la copine. Et puis après, c'est l'après-midi. Et puis finalement, on est absent au collège. Bon, on sèche les cours une fois, ça peut être fun. Mais petit à petit, c'est de plus en plus difficile, quoi. Voilà. Et on peut être aussi, alors, des fois sur des fausses portes de sortie qui sont les mariages forcés. On l'a vu, hein, pour certains ou certaines, parce que finalement, quand même, vous êtes un peu le vilain petit canard de la famille, vous êtes quand même l'objet qui fait exploser l'honneur de la famille, donc on vous trouve un mari dans le coin, type qu'attendait, là, voilà. Donc on est sur du mariage forcé, on est d'accord que le mariage forcé, c'est une violence sexuelle aussi derrière. On est de temps en temps sur des comportements de radicalisation, c'est-à-dire qu'on passe de l'emprise d'un loverboy ou d'une copine proxénète, mais surtout l'emprise du trauma, à l'emprise d'une religion, il y en a plein, et d'une manière très particulière, c'est-à-dire qu'on vient s'enfermer dans une religion à l'excès, au niveau vraiment excessif. C'est pas du tout une foi spirituelle qui n'a rien à voir, hein, on est d'accord. Et sur laquelle on n'a rien à dire. On est aussi d'accord. Et puis, on s'enfonce dans des conduites addictives de produits parce que plus on va mal, moins on a envie de voir les choses et plus on devient dépendant aussi parce qu'on a touché à des produits qui sont extrêmement fragilisants sur le versant de la dépendance. Et donc, c'est aussi cette descente un peu aux enfers des produits qui vient nous bousculer régulièrement et qui vient faire de ces jeunes... Des jeunes très très dépendants à différents produits, l'alcool étant le produit le plus accessible pour les plus jeunes. Et puis petit à petit, on passe à d'autres produits. Aujourd'hui, c'est assez facile quand même de se procurer de la cocaïne ou d'autres produits tout aussi sympathiques, mais pas trop quand on est ado. Voilà, donc juste pour vous dire qu'en fait, et j'ai terminé, pour vous, ce sera... Enfin, il me semble que pour nous, professionnels, c'est avant tout permettre de dire l'indicible, parce que souvent, ces jeunes n'ont pas d'espace pour en parler, n'ont pas eu l'espace pour le dire. Des fois, elles ont dit ou ils ont dit, mais on ne les a pas crus. Et alors là, la phrase qui, pour moi, est essentielle, c'est « je vous crois ». Vraiment, ce que vous me dites, ok, je vous crois. On va travailler avec, on va voir, ça peut être nuancé, ok, ça peut être dit avec tout le trauma, donc avec un espèce de flou artistique, avec des histoires qui ne sont jamais les mêmes, mais avec une base qui est la même, mais c'est « je vous crois » et on va partir de ça pour pouvoir permettre de dire l'indicible qui va nous permettre de détricoter l'histoire, apporter des informations étayées parce que, évidemment, ces jeunes, sur leur sexualité, n'y connaissent pas grand-chose. Quand même, dans les consultations, moi, des fois, elles me demandent comment ça marche de faire une sodomie, un machin. Parce que quand on a 12-13 ans, on n'est pas censé tout savoir, du début à la fin. Alors, on peut aller voir les pornos, parce que les pornos deviennent des tutos dans ces cas-là, hein, pour ces jeunes. Parce que finalement, quand je ne sais pas, j'ai personne à qui demander, je vais aller voir sur les pornos pour savoir comment ça marche. Or, sur les pornos, j'ai rien contre le porno, c'est un outil d'adulte. OK. En tant que sexologue, voilà, on s'en sert pour des adultes, des couples, voilà. C'est pas le sujet. Le porno pour les enfants, ils n'ont pas l'espace psychique pour comprendre et pour pouvoir envisager ce que peut être ce porno. Alors, bien sûr qu'ils savent que c'est du cinéma, mais ils n'arrivent pas à vraiment réaliser que ça peut être du cinéma. Et qu'aller chercher comment on fait une sodomie, un truc comme ça, sur un jeu sexuel un peu étonnant, de type paraphilique qu'on leur a demandé sur du porno, on va voir que des petits bouts, ça va être très morcelé, ils vont comprendre ni le début ni la fin, et du coup, au final, ça va être quelque chose d'extrêmement violent et de subi. C'est comme ça que le porno devient le tuto de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons. Et après qu'on les retrouve aussi en train de poser dans des situations absolument particulières qui sont de la référence du porno. L'idée, c'est de reconstruire son rapport au corps, évidemment. Et puis, alors, on est bien sûr, dans ces cas-là, dans le cadre de la réduction des risques, parce que ce n'est pas parce qu'elles sont venues une fois à la consulte qu'elles disent « Ok, j'arrête ».
On est d'accord? Ça prend du temps. Aujourd'hui, ça prend entre 4, 5, 6 ans pour qu'elle puisse sortir du système. C'est pas anodin. Ça prend énormément de temps. Et comme tout sevrage, comme le sevrage de produits, il y a des rechutes, on y retourne, on recommence. On ne recommence pas au même endroit, comme tous les sevrages. C'est-à-dire qu'on ne recommence pas au même endroit, mais on y va, on y retourne, et c'est reparti, et on repart, et on revient. Et c'est vrai qu'il y a des coupures de temps en temps, de soins. Voilà. Mais du coup, on est dans cet accompagnement de la réduction des risques, de quoi elles ont besoin, de quel dépistage, de quels soins elles ont besoin, ne serait-ce que ces soins gynéco, ou pour les garçons, de ces soins autour des IST qu'ils ont énormément dans ce cadre-là. Donc, comment on les accompagne dans ce cadre? Dans la réduction des risques aussi, autour de la consommation de produits, clairement, parce que ça, c'est vraiment à travailler en parallèle. Parce que, clairement, quand elles arrivent défoncées, on peut difficilement travailler. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi où on se positionne, quelle est la priorité à travailler avant tout. Et puis, l'idée, c'est de les accompagner vers des thérapies intensives pour pouvoir sortir du système. C'est pour ça que ça dure longtemps. C'est parce que s'il n'y a pas du soin pendant 4, 5 ans, c'est un peu léger. Alors, quand c'est pris très, très au début, ça prend moins de temps. Et puis, voilà, quand elles sont déjà beaucoup dans le système très, très abîmées, ça va prendre un petit peu plus de temps. Voilà. Mais du coup, ça vaut le coup, parce que finalement, la sexualité, c'est quand même sympa, quoi. Quand c'est positif. Et quand c'est choisi, surtout. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Claude. Du coup, peut-être il y a des questions dans la salle de suite à poser à Claude. Oula. Je pense que vous avez vu tous des jeunes chez vous, oui. Oui, bonjour. Ce que vous dites, il y a beaucoup de choses qui arrivent à 12-14 ans. En France, on est censé éduquer à la vie sexuelle, relationnelle tôt les jeunes enfants, enfin dès le CP. Est-ce qu'il y a déjà un recul quand on voit que c'est bien dispensé, parce qu'on sait que c'est pas souvent fait ou peu fait, mais est-ce que d'autres sociétés ont montré que cette éducation, plus tôt elle est faite, et plus elle prévient tout ce que vous avez dépeint? Alors, en France, elle est peu faite. Mais c'est vrai que moi, je suis une grande militante de l'éducation à la sexualité, et c'est vrai que je forme des professionnels pour qu'ils puissent prendre en charge des enfants très tôt, une grande section de maternelle, autour de l'éducation à la vie relationnelle et affective. On s'arrête là pour les enfants jusqu'en primaire. On n'aborde pas le mot sexuel en primaire, sinon ça fait vriller les parents. Donc, mais l'idée, c'est que plus tôt on abordera la notion du corps, et surtout, on ne confisquera pas le sexe. Parce que souvent, dans les familles, bien sûr qu'on parle du corps. On dit, il est où ton nez, ils sont où tes yeux, tout ça, puis, il est où ton ventre, et là, on passe aux genoux. Il n'y a rien. Et je vous rappelle que ce qu'on invisibilise, on ne le protège pas, puisqu'on ne le connaît pas. Ce qu'on confisque, ça n'existe pas. On n'en parle pas. Donc, je ne peux rien dire quand il m'est arrivé des trucs. Et quand on fait de l'éducation à la sexualité chez les petits, c'est un peu ce qu'on propose. Et petit à petit, ça nous permet, quand on l'a fait chez les ados, de reprendre la conversation de manière beaucoup plus sereine, évidemment. Alors, on n'est pas hyper bon en France. Ça commence, mais on n'est pas encore très très bon là-dessus. Mais j'espère que ça va venir, enfin, on ne sait pas. Et ça va dépendre. Et donc, à un moment donné, l'idée, c'est de commencer le plus tôt possible. Ça se fait beaucoup en Suède, où les enfants apprennent très très tôt que mon corps m'appartient, il n'appartient pas aux autres, et que s'il y a des trucs qui ne me vont pas, on ne me le fait pas. Quand on travaille avec nos collègues canadiens, alors eux, ils en font très très tôt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prostitution, on est bien d'accord, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes qui glissent sur le système, mais il y en a moins. Parce qu'on apprend à dire les choses, et surtout à dire quand ça ne va pas. Et ça marche. Pour avoir fait beaucoup, pour avoir créé un outil d'accompagnement pour les enfants et pour former les professionnels, on l'a expérimenté, j'étais avec une collègue sexologue, on l'a expérimenté sur 900 enfants pour pouvoir le valider, cet outil. Ça marche, il y a des enfants qui ont pu révéler, pas dans l'immédiat,
mais qui ont réfléchi et qui ont pu, à un moment donné, révéler les choses. C'est-à-dire qui ont pu trouver un préférent ou une préférente, c'est-à-dire un adulte digne de ce nom, c'est-à-dire qui me fait confiance, à qui je peux poser mes questions et qui pourra me répondre, et qui ont pu dire ce qui leur arrivait à la maison. Donc peut-être qu'on peut travailler plutôt la thérapie et éviter qu'à l'adolescence se rejouent des choses très instables, en fait. Peut-être. Je ne peux pas dire oui parce qu'il n'y a pas d'enquête, enfin il n'y a pas de recherche encore suffisamment validée, mais c'est important. Juste pour préciser par rapport à ce que tu dis, là au Canada, il y a effectivement un programme, tu l'as dit, Mon corps m'appartient, ça s'appelle. Il est fait avec des enfants de primaire, et celui-là, il a été validé comme programme probant, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Le principe portant sur la question du consentement. Et on apprend à un enfant à dire quand ça me fait oui et quand ça me fait non. Voilà. Il y a un autre outil qui est probant, enfin qui a été validé aussi, il s'appelle Oser. Oser, et il décline, il y a 800 pages, il décline toutes les informations qu'on peut proposer à des jeunes sur toute leur scolarité. Oui ? Oui, bonjour, Laurence Samio, éducatrice au service d'accompagnement socio-éducatif métropolitain, Toulouse Métropole, voilà, la parenthèse est fermée. C'est une question, mais c'est pas vraiment une question, parce que voilà, on parlait de la récompense. C'est aussi ce dont on parle quand on parle de prostitution. Je dis ça parce qu'on a dans nos accompagnements, voilà, avec d'autres collègues, des jeunes filles qui ne parlent pas de prostitution. C'est-à-dire que des jeunes filles dans l'errance, très jeunes, des ados, hein, voilà, dans l'errance, très jeunes, qui pour une place dans le squat, étant donné que le droit de cuissage, si je peux m'exprimer ainsi, fonctionne, vont effectivement se retrouver dans ces situations-là, mais qu'elles ne nomment pas en tant que telles. Ou tout simplement pour un paquet de cigarettes. Voilà. Donc là, est-ce qu'on peut parler de prostitution ? Enfin, voilà. Parce que ce dont on se rend compte, nous, c'est que c'est souvent ces jeunes filles, enfin, voilà, nous, par rapport à notre public, c'est de ces jeunes filles dont il s'agit, ces jeunes filles dans l'errance qui, pour un lit, voilà, se retrouvent... On est dans la marchandisation du corps, c'est-à-dire que mon corps, il est marchandé, enfin, il est négocié contre quelque chose, même si c'est des fois un joint, des fois c'est juste pour tourner sur un joint. C'est vraiment... Enfin, il y a aussi une promotion sociale dans la prostitution des enfants. Alors évidemment, elles se disent escortes quand elles sont arrivées au taquet et qu'elles ont le sac Vuitton, mais c'est pas ça l'idée. C'est qu'au départ, des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est avoir une protection de la famille dans le quartier. C'est aussi ça. Des fois, c'est être simplement rentré dans un groupe de pairs. Et on passe par ça, mais c'est bien une marchandisation du corps. Oui. Quand je disais qu'il y a une gradation, pour moi, elle n'est pas forcément... voilà, mais la gradation, c'est que dès qu'on est dans la marchandisation du corps, qu'on le négocie contre quelque chose, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Oui, effectivement, mais ce cas de figure, voilà, on est sur de la survie, là. Enfin, là, en termes de récompense, c'est comment je peux dormir, hein. Voilà, je prendrai que ça. C'est ce qu'on retrouve dans la prostitution chez les mineurs non accompagnés. C'est pour ça que j'ai fait la différence au départ, parce qu'on n'est pas du tout sur cette prostitution de survie de la même façon. Mais pour certaines jeunes, on est aussi celles qui sont en errance. Il faut survivre quand on est dehors toute la nuit. Voilà, il faut se faire héberger, ou au bout d'un moment, on en a marre, il faut manger. Enfin, il faut trouver une solution, quoi. Et on est bien dans une marchandisation du corps. Mais une marchandisation du corps qui n'est pas du tout négociée de manière équitable. Parce que c'est autre chose. Mais là, c'est pas équitable. Elle ne négocie rien, en fait. Oui, c'est la condition. Ouais. Merci. Moi, j'en ai une question. Qu'en est-il du travail avec les familles, s'il est possible ? Alors, il est difficile. Vous imaginez bien que pour les familles, c'est un peu un tsunami quand même, parce que personne n'avait absolument envisagé que son enfant serait dans ce système. Et quand les familles découvrent, souvent parce que le téléphone est laissé quelque part, alors on pourrait penser à un acte manqué, le téléphone est laissé quelque part, la famille tombe dessus, se rend compte qu'il y a des échanges de textos avec des clients pour faire des trucs bizarres. Ils sont complètement envahis par une anxiété qui est débordante. Et du coup, le travail avec les familles, il est important à faire.
Alors moi, je ne le fais pas parce que j'ai choisi de travailler avec les enfants et je ne peux pas être dans quelque chose de suffisamment équitable à mon sens, mais c'est juste, ça n'engage que moi, si je travaille et avec les parents et avec les enfants. J'ai trop peur qu'il y ait un problème de confidentialité à un moment donné, que je ripe sur un mot, qu'on m'aurait dit dans un sens et pas dans l'autre, et qui pourrait créer quelque chose de pas très clair. Donc j'ai choisi de ne pas travailler avec les parents. Les parents, on peut les réorienter à la CPE, c'est une association nationale, et ils accompagnent les parents, y compris par exemple en visio, pour ceux qui sont loin. Donc c'est vrai que les parents se sentent aussi soutenus. En plus, il y a des avocats, des juristes, ils leur donnent des infos sur les procédures, parce que c'est épuisant pour les parents d'aller porter plainte, d'être rencontrés par des officiers de police ou de gendarmerie pas toujours très très bien formés, un peu plus maintenant, mais pas quand même au taquet. Donc à un moment donné, c'est extrêmement compliqué. Une maman qui va 3 fois porter plainte parce que sa fille est repartie 3 fois, on lui dit, bon, au bout d'un moment, ça va, quoi. Elle est repartie, elle le voulait. Faut pas venir toutes les 10 minutes nous dire qu'elle fait une fugue. Donc, à un moment donné, c'est très compliqué de travailler avec les parents. Mais il ne faut pas les laisser, quoi. Je pense que c'est vraiment une triangulaire, quoi. Il faut absolument pouvoir, à un moment donné, avoir des gens qui travaillent avec les parents. Mais moi, j'ai choisi de pas le faire, voilà. Donc, ils accompagnent leurs enfants quand ils les amènent en consultation, mais ils ne participent pas, évidemment, à la consultation. Je ne dis rien aux parents, si ce n'est qu'en général, je décide avec le jeune ou la jeune de la phrase de synthèse qu'on va donner aux parents avec le jeune ou la jeune à la fin de l'entretien. Mais je ne prends pas les parents au téléphone, je ne les informe pas. Je peux les informer uniquement des rendez-vous qui sont posés. C'est tout, parce que souvent ils accompagnent, il faut qu'ils s'organisent dans leur vie professionnelle, voilà. Par contre, on peut les réorienter. Vous pouvez les réorienter à la CPE, ça c'est clair. Vous les appelez et il n'y a pas de souci. Ils accompagnent les parents. Ils font même des rencontres parents en visio pour que les gens se sentent aussi un peu soutenus, quoi, qu'ils ne soient pas tout seuls dans ce cadre-là. Mais c'est un boulot à part et c'est un vrai boulot, quoi. D'autant plus que quand les parents n'ont rien vu, soit... Mais quand les parents ne sont pas très au point et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair et sur lequel on a mis une serviette et 3 torchons et qu'on n'a rien dit depuis très très longtemps, c'est pas simple. Il y a un véritable accompagnement spécifique, quoi. Mais bon, moi j'ai choisi de pas le faire. D'autres questions ? Non, vous n'avez pas prononcé le terme de Attends, on va reprendre la question parce que tout le monde n'a pas entendu. Non, on n'a pas entendu le terme de michetonneur, michetonneuse, et c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on parlait de prostitution des mineurs, c'était ce phénomène un peu ponctuel, presque dans le coup, de michetonner, enfin, c'est comme ça qu'on entendait. Et voilà, Est-ce que c'est un terme qui est désuet ou qui colle moins à la réalité ? Alors, moi, je pense qu'il colle moins à la réalité. Moi aussi, j'utilisais le mot de michetonnage au départ. J'ai même, avec la CPE, on a créé ce qu'on appelle un michetomètre. Donc, vous pouvez le télécharger sur le site de la CPE. C'est une conduite d'entretien pour les professionnels qui peuvent poser les questions si on ne pense pas à poser toutes les questions. Donc, voilà, c'est un peu sur le principe du violentomètre et on a fait un michetomètre. Mais aujourd'hui, c'est le... Et donc, en fait, aujourd'hui, les jeunes disent « Ouais, mais moi, je suis michto, mais par exemple, je peux michto ma mère. » Alors, quand on vous dit « Je peux michto ma mère », vous dites « Ça colle plus avec mes trucs, il me brouille toutes les cases. » Et en fait, c'est je séduis, je fais la vaisselle, tout ça, pour que ma mère me file un peu de fric et tout. Donc, en fait, c'est passé dans un langage différent. Du coup, aujourd'hui, j'utilise beaucoup moins parce qu'ils l'utilisent. En fait, moi, j'utilise le mot qu'ils utilisent. Ils ne parlent jamais de prostitution, évidemment. J'utilise jamais le mot prostitution, puis c'est pas le sujet, enfin, on s'en fout. L'idée, c'est de les accompagner. Et souvent, elles arrivent à dire escorte, parce que c'est quand même le mot qui fait un peu chic et qui les monte un peu au-dessus du lot, quoi. Mais après, on a toute une catégorie. Il y a les crasseuses, et puis à l'autre bout, il y a les escortes. Voilà, donc... Et le vocabulaire qu'elles utilisent, c'est quoi ? Pardon ? Elles utilisent quel type de vocabulaire ? Escorte. Quel que soit le type de... Pour la plupart du temps, elles disent escorte. Je suis escorte. Mais non, mais moi, je suis escorte. Je suis pas... on m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir, mais moi, je suis pas une pute.
Ok. Et non, j'entends bien, mais je suis une escorte. Ok, bon, ben voilà, c'est quoi une escorte pour vous? Et puis je pars de la même manière qu'elle ne parle pas des clients au départ. Elles disent des partenaires. Et j'utilise le mot jusqu'à ce qu'un jour, on va arriver à travailler pour mettre les mots. Mais c'est pas, je ne suis pas dans l'urgence des mots. Parce que oui, on sait dans quoi on travaille. Je vous ai mis le contexte au départ et tout. Mais voilà, l'important, c'est de créer ce lien avec ces jeunes. Il faut le garder, ce lien. Et si on les confronte directement... Enfin, je veux dire, quand vous avez 14 ans et qu'on vous fait endosser le costume d'une personne prostituée alors que vous n'avez pas du tout ça dans l'idée, c'est trop lourd, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est pas la peine de les bousculer 10 fois plus. J'utilise les mots les garçons utilisent beaucoup escorte, clairement. Les garçons, ils sont jeunes aussi, 14-15 ans. C'est souvent aussi pour aller vérifier leur orientation sexuelle, qui se confrontent à des sites qui ne sont pas forcément les bons. Mais encore une fois, parce qu'on ne leur a pas donné d'espace pour parler, quoi. Et c'est un sujet qui les emmène après vers des tragédies, mais voilà. Mais ils utilisent peu. Aujourd'hui, michto, c'est assez peu utilisé, mais après peut-être que voilà, c'est dans des endroits. Et moi, j'utilise plus ce terme. Mais bon, il y en a plein d'autres. De toute manière, c'est le vocabulaire du monde du travail. Elles passent des entretiens, elles sont gérées, il y a le DRH, il y a tout ça. Prennent des RTT. Moi, j'ai une question. Il me semble que dans ce que tu racontes, les jeunes qui viennent, finalement, sont plutôt, tu l'as dit, dans une conduite de défense par rapport à toute une histoire, etc. Et on dirait, à l'entendre, qu'à la fois ils sont victimes, mais à la fois ils sont acteurs de l'histoire. Oui. Est-ce que tu reçois des jeunes, très jeunes, qui se sentent seulement victimes, abusés? Parce que finalement, tu en parles relativement peu dans tes propos. Non, ils ne veulent pas être victimes. La chose qu'ils disent, c'est « Vous n'allez pas commencer à me dire comme les autres, je suis victime. Je ne suis pas une victime, moi. » Et heureusement. Parce que si on vit en étant victime toute sa vie, la victimisation, ça va bien. Au bout d'un moment, on ne vit pas avec. C'est lourd. Donc, moi, j'ai cherché. Et en fait, je leur dis, pour moi, victime, c'est un terme juridique. Je ne l'utilise pas. Pour moi, vous êtes blessé. Quand on est blessé, on se soigne. On se soigne, on se rééduque, et après on va mieux. Même si la cicatrice, on la voit, on sait pourquoi on l'a. On sait qu'elle nous rappelle ce qui s'est passé. Mais elle fait plus mal. Et du coup, le fait de dire vous êtes blessé, ça donne aussi l'idée du soin. Moi, je suis dans le soin. Ça donne aussi l'idée du soin, et ça donne aussi l'idée du timing. C'est-à-dire, on va soigner, se rééduquer, ça va prendre du temps. Il y aurait plein d'autres questions, mais il y en a une là. Tu parles de créer un réseau. Tu dis c'est important, il faut que ce soit des réseaux pluriprofessionnels. Si tu devais créer le réseau idéal, tu mettrais quel type d'équipe ensemble? Alors, des équipes, j'allais dire médico-psycho-éducatives. De CMP, par exemple, tu veux dire? Pour une partie, mais pas que. Il faut des équipes de centres de santé sexuelle, il faut des équipes éducatives, il faut des équipes autour du produit. Donc, il y a plein d'équipes à mettre autour de ces jeunes. Et c'est vrai que plus on est nombreux, ça peut paraître complètement fou, mais plus on est nombreux, mieux on les accompagne et moins on s'épuise aussi. Parce que c'est usant pour les professionnels que nous sommes. Donc, mais il faut des équipes à tous les niveaux, c'est-à-dire pour l'accompagnement des produits, pour l'accompagnement des soins de santé sexuelle, pour l'accompagnement de la psy, pour l'accompagnement éducatif, pour l'accompagnement de la scolarité, pour retrouver un projet d'adolescent. C'est ça, en fait. Ces jeunes n'ont pas de projet d'adolescent. Ils ont pas. Tu veux dire des formes de cellules de réflexion, de coordination, de situations difficiles, avec des professionnels. Et ces professionnels viennent donner un éclairage de ton point de vue, ou bien ce sont des personnes qui accompagnent la même jeune fille ou le même jeune homme? Ce qui a été fait, par exemple, dans une ville de l'Essonne, à Évry-Courcouronnes, ils ont créé des intervisions une fois par mois. C'est-à-dire que c'est la réussite éducative qui a créé ça. C'est-à-dire que tous les professionnels, il y a un ou une professionnelle ou deux qui viennent présenter une situation d'une jeune fille ou d'un jeune garçon
dans le cadre de l'exploitation sexuelle, qu'ils accompagnent. Et puis autour, il y a des professionnels du territoire qui sont là et qui apportent un éclairage. Alors il y a des assos qui peuvent accompagner les parents, il y a des assos qui peuvent donner des trucs autour de la culture, il y a des associations qui peuvent donner des trucs autour de l'éducation, ils font tout ce qui est la remobilisation scolaire. Il y a plein d'autres professionnels, il y a des psys, il y a plein d'autres professionnels qui viennent donner un éclairage. Il y a l'infirmière scolaire peut-être, si elle est là. Et en fait, une fois par mois, il y a quelqu'un qui présente une situation et tous les professionnels qui sont autour peuvent, alors évidemment anonymiser, on est d'accord, et puis les professionnels donnent des avis, et puis petit à petit, du coup les professionnels prennent attache entre eux pour savoir que peut-être moi je travaille sur le même quartier, peut-être que dans le même lycée, peut-être qu'il y a les médiateurs qui pourraient voir si les parents, machin, et ils se mettent ensemble, et ça, ils ont inscrit ça fait 2 ans qu'on fait ça, et donc ils m'ont invité sur ces intervisions. Et finalement, c'est des choses qui fonctionnent pour essayer de se mettre en lien. Voilà. Et une forme de DAPSA, finalement. Ouais. Tu connais le DAPSA de Marie-Jo, voilà. Un dispositif d'appui aux questions complexes, quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'est une situation complexe, pas très joli mot pour des jeunes, mais c'est un peu le principe, quoi. C'est situation difficile, situation, voilà, compliquée, et sur lesquelles chacun peut apporter un éclairage et peut-être un petit bout de solution. Parce que c'est des petits bouts de solution qui vont faire que ça va fonctionner. Bon, en tout cas, je ne sais pas s'il reste une toute dernière question. Sinon, nous allons poursuivre. Il y en a une. Allez-y. Ça marche pas? Ah si. Ça marche. Bonjour, je suis référente à ZE et ma question, tout à l'heure vous disiez qu'il ne fallait pas bousculer ces jeunes dans toutes leurs difficultés, dans notre accompagnement, et à la fois quand on accompagne des jeunes qui se prostituent et finalement qui arrivent aux 18 ans, aux fameux 18 ans, le contrat jeune majeur, etc., comment on fait ce travail avec eux, sachant que ça prend beaucoup de temps, c'est hyper compliqué, et ça peut être une des risques pour ne pas avoir un contrat jeune majeur. Ça va être bien parce qu'ils vont peut-être pouvoir répondre à ma place. Ça fait du lien. Mais on est clair que c'est un accompagnement qui peut être long, ce qui est un peu problématique des institutions qu'on a de protection de l'enfance, parce que ça s'arrête à un moment donné. Et si à 17 ans, vous êtes dans des situations de prostitution lourdes et que vous n'avez pas de projet et tout, contrat jeune majeur, il vous passe sous le nez pour certains ou certaines, et c'est un vrai sujet. Alors qu'en fait, il faudrait les accompagner jusqu'à... Je sais pas, moi, la Société française de la santé de l'adolescent dit qu'on est ado jusqu'à 25 ans. Je vois pas pourquoi on prend pas ce chiffre-là. Pour certains, 42. Puis pour certains, toute la vie. Et voilà. Donc, non, mais c'est un vrai sujet, ça. Mais je pense qu'après, il faut passer le relais à d'autres assos qui peuvent accompagner sur ce versant où on est des grands ados et des jeunes majeurs, enfin, voilà, où c'est un peu limite et où on a besoin aussi d'autres outils. En même temps, quand on écoute la manière dont tu parles du travail et du lien que tu as avec ces adolescents, le passage de relais me semble pas si simple. Voilà. Ah non, il n'est pas simple. Voilà. Ah non, mais non, ça, il mais est pas simple. même plus que pas simple, voire compliqué. En tout cas, mille merci pour ta venue. Merci beaucoup on peut à vous. applaudir,